Chers amis astronomes, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, je la tourne exceptionnellement en raison de l'actualité d'aujourd'hui. Vous avez vu que ce matin j'ai fait une vidéo pour annoncer le décès de l'astrophysicien britannique Stephen Hawking qui est mort à 76 ans. Donc c'est source AFP et puis c'est aussi, comme je vous le disais ce matin, c'est Romain Philippe qui me l'a annoncé sur Facebook. Moi je n'étais pas au courant. Donc voilà, et donc cette vidéo c'est pour vous parler un petit peu de cet homme, qui il était, pour vous parler un tout petit peu de lui. Donc je vais commencer un petit peu par vous parler un peu de sa biographie. Donc il est né le 8 janvier 1942 à Oxford, Royaume-Uni. Donc le décès le 14 mars 2018 à 76 ans, Cambridge, Royaume-Uni. Domicile Royaume-Uni, nationalité britannique bien sûr. Domaine de ses compétences, cosmologie, physique, trou noir, mathématiques appliquées. Chaire de professeur lucassien de mathématiques de l'université de Cambridge. Renommé pour ses travaux concernant les trous noirs, la cosmologie, la gravité quantique ainsi que pour sa maladie, la sclérose latérale amyotrophique, qui est appelée SLA, mais qui est aussi appelée la maladie de Dr Charcot en France. Hein. C'est le nom de la maladie qu'on donne en France. Donc, il a eu quand même des distinctions, parce que c'était quand même un grand monsieur de science. Il a eu la médaille Eddington 1975. Il a eu le prix Danny Heinemann en 1976. Médaille d'or de la RAS 1985. Prix Wolf de physique en 1988. Prix Princesse des Asturies en 1989, médaille Coldplay en 2006, médaille présidentielle de la liberté en 2009, Robert A. Allen Memorial Award en 2012. Donc voilà à peu près qui était monsieur Stephen Hawking en biographie, c'est-à-dire toutes les récompenses qu'il avait, les institutions par lesquelles il est passé et tout le tout team. Et tout le tout team. Alors, bien sûr, je vais passer sur sa vie privée. On va pas en parler dans cette vidéo, ça ne sert à rien. Cette vidéo, je la tourne d'un bloc et je ne vais pas la faire trop longue parce que ça ne sert pas à grand-chose. Parce que je pense que des vidéos sur Stephen Hawking, je vais en faire pas mal cette année. Là, je voulais faire cette vidéo pour quand même montrer que cet homme était un grand homme de science. Voilà, donc je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, là je vous ferai une petite lecture d'un article que j'ai sur lui, donc je vous parlerai un petit peu quand même de sa vie privée, on parlera un peu de sa vie privée, mais on passera vite fait sur les sujets. Donc la recherche et résumé de ses recherches, donc les principaux domaines de recherche de Hawking sont la cosmologie et la gravité quantique. Donc voilà, à la fin des années 1960, lui et son ami et collègue de Cambridge, Roger Penrose, ont appliqué un nouveau modèle mathématique complexe qu'ils ont créé à partir de la théorie d'Albert Einstein sur la relativité générale. Cela a conduit Hawking à prouver en 1970 le premier de nombreux théorèmes sur la singularité, tels les théorèmes capables de fournir un ensemble de conditions suffisantes à l'existence d'une singularité dans l'espace. Ce travail a montré que loin d'être une curiosité mathématique qui ne figure que dans les cas particuliers, les singularités sont assez génériques dans la relativité générale. Il a aussi contribué sur le rayonnement de Hawking, donc au milieu des années 1960, alors qu'il poursuit ses études de physicien en vue d'obtenir son doctorat. Hawking démontre que la théorie de la relativité générale implique que l'espace et le temps ont eu un commencement, le Big Bang, une fin, les trous noirs. Voilà, donc grosso modo, on va dire que celui qui a vraiment mis en exergue cette histoire que l'univers avait forcément un début,
c'est quand même Stephen Hawking. D'accord? Même s'il y a des scientifiques qui ont commencé à en parler avant, celui qui a quand même mis ça sur le devant de la scène et qui a apporté, on va dire, une contribution plus que grandissante et et qui a apporté des réponses beaucoup plus claires, c'est quand même lui. Hein. Ses conclusions le conduisent à découvrir dès 1963 que les trous noirs ne seraient pas si noirs que cela, mais qu'ils seraient capables d'émettre un rayonnement, depuis lors appelé le rayonnement de Hawking. La réaction initiale de la communauté scientifique ne fut pas très positive. C'est vrai que quand il avait dit ça à l'époque, il y a des articles qui en parlent, la communauté scientifique n'était pas vraiment très d'accord avec lui. Il était un petit peu... il y avait quelque chose qui passait pas bien dans le truc. Hein. Le rayonnement de Hawking correspond à un rayonnement de corps noir. Il est émis dans toutes les directions et conduit à deux conclusions. D'une part, ce rayonnement renverse la définition même du trou noir puisque dans ce cas-ci, il libère des particules dans l'espace. Deuxième, d'autre part, ce phénomène conduit finalement à son évaporation quantique, sa disparition dans un intense flash d'énergie pure. Donc après, il a quand même aussi découvert les mini-trous noirs. En 1971, Hawking avance l'hypothèse que le phénomène du Big Bang aurait dispersé dans l'espace des micro-trous noirs d'une masse d'environ 10 puissance 9 tonnes et de la taille d'un proton, ainsi que des trous noirs plus massifs de la taille d'une montagne. Des trous noirs aussi massifs que 10 millions de masses solaires pourraient également résider au centre des galaxies, ce qui expliquerait l'intense énergie émise par les radiogalaxies et les quasars. Il a quand même vraiment contribué à la découverte des trous noirs et des mini-trous noirs et puis des micro-trous noirs et tout ça, quoi. Donc voilà, c'est quand même pas... c'était pas n'importe qui est parti aujourd'hui. C'était quand même un grand homme de science. Il faut en avoir conscience de tout ça. Je trouve, moi, qu'on ne parle pas assez de son travail. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, il a aussi découvert l'entropie des trous noirs. Mais à force de calcul, il découvre également qu'en appliquant les lois de la physique quantique à la cosmologie, il peut déterminer la dimension des singularités, ces points de densité de courbure d'espace-temps infini, prédits par la relativité générale que l'on ne peut pas traiter mathématiquement. Il réalise que l'horizon des éléments des trous noirs, la limite sous laquelle rien ne peut s'échapper, ne peut pas diminuer lorsqu'il attire de la matière. Si on prend une analogie avec la thermodynamique, dit-il, c'est exactement ce que dit la deuxième loi de la thermodynamique. Dans un système isolé, l'entropie, son degré de désordre, ne peut pas décroître, d'autres disent plus simplement que le chaos augmente. Dans une singularité, le système thermodynamique est totalement désordonné car le tenseur de Weyl est dominant. Il tend même vers l'infini, ce qui permet à Hawking de conclure que son entropie est maximale. Même son confrère, Jacob Bekenstein, de l'université de Princeton, lui répond qu'il ne s'agit pas seulement d'une analogie. L'horizon des événements représente la mesure de l'entropie du trou noir. Il s'ensuit un échange d'arguments par article interposé jusqu'à que Hawking lui fasse remarquer que si un trou noir présente une entropie, il a donc aussi une température. Et s'il a une température, il doit émettre un rayonnement. C'est alors qu'Hawking va plus loin dans ses calculs et découvre qu'un trou noir peut finalement émettre un rayonnement de manière constante. Il pense tout d'abord avoir fait une erreur de calcul et garde ses travaux pour lui. Je craignais, dit-il, que Bekenstein ne le découvre et ne l'utilise comme argument pour appuyer sa propre théorie. Finalement, Hawking le convainc de l'exactitude de son résultat et qu'on peut utiliser la physique quantique pour expliquer le mécanisme du rayonnement qui porte aujourd'hui son nom, Bekenstein, s'y plie à contre-cœur, disant que c'est fondamentalement exact, mais d'une manière à laquelle je ne m'attendais certainement pas. Plus tard, Hawking aborde cette question avec moult détails dans la première version de son livre Trou noir et bébé univers, puis il supprime ce passage et se contente d'expliquer que Jacob Bekenstein lui a fait une suggestion cruciale. On lui attribue la volonté de tourner la théorie de Bekenstein en dérision en la traitant de scandaleuse ou d'insensée. Pour accroître la valeur de ses propres résultats, même son directeur de thèse, Dr Denis Singh Scamia,
juge son ton méprisant face au travail de Bekenstein. Finalement, tout le travail de son concurrent est oublié. Donc il a aussi découvert la perte d'informations dans un trou noir. Et je vous garantis que la vidéo va être longue parce qu'il n'a pas découvert que ça, le monsieur. Il en a découvert pas mal. Alors, il a perte d'informations dans les trous noirs. Alors, si un trou noir est capable de rayonner, ce n'est pas pour autant que cette radiation contient une information sur le trou noir. La particule émise peut être quelconque tant que sa longueur d'onde est supérieure au quart de la circonférence du trou noir, celle de l'horizon d'événements. En fait, en absorbant jusqu'à la lumière, le trou noir devient une censure cosmique, comme le disait Penrose, ne libérant aucune information sur ses propriétaires sur ses propriétés, point à la ligne, du moins Hawkins ne le pensait à l'époque. Mais ceci n'étant qu'une solution théorique tirée de ses calculs, il fait le pari avec Kip Thorne contre John Preskill que les trous noirs constituent la phase terminale de l'univers et emprisonnent à jamais tout ce qui passe à leur proximité sans libérer la moindre information. Le 21 juillet 2004, il admet avoir perdu son pari et admet avec Leonard Susskind que l'information apparemment captive pourrait rester concentrée sur l'horizon des trous noirs, donc sur une surface, par analogie avec un hologramme qui concentre une information sur une image à 3 dimensions également sur une surface. Donc ça, c'est la perte d'information des trous noirs que Hawkins a découvert avec Bekenstein, Penrose et Leonard Susskind. Non, pas Bekenstein, Kip Thorne, John Preskill, Leonard Susskind. Il a repris et redécouvert des choses sur les trous de verre. Hawking et Einstein décrivent également les trous de verre. Les fluctuations quantiques dans l'espace-temps qui, à l'image de tunnels, permettent de prendre des raccourcis dans l'espace-temps. Cette théorie est rapidement reprise et vulgarisée par les médias, bien que rien ne prouve que les trous de verre existent, et que personne ne soit capable de dire si ces entités qui ont une échelle subatomique peuvent se maintenir à l'échelle macroscopique pour s'effondrer en raison de leur instabilité intrinsèque. Donc après, il a découvert aussi la flèche du temps et l'univers sans bord. Donc là, c'est en 1983. Hartle et Hawking abordent également la question de la flèche du temps. Hawking propose, ceci n'étant pas déduit d'un principe physique fondamental, la conjecture d'un univers sans bord qui n'aurait pas de frontières prenne naissance dans un temps imaginaire pour éviter l'écueil des infinis et des instants zéro asymptomatiques, inaccessibles. Hawkins explique que c'est la seule manière d'entrevoir le commencement de l'univers d'une manière totalement déterminée par les seules lois de la science, sous-entendant que le créateur n'y joue aucun rôle dominant. Donc après, il a découvert aussi la théorie de l'inflation. Et je finirai cette première vidéo avec ça. Je ferai une deuxième vidéo où je vous lirai un article qui est apparu ce matin de l'AFP. Donc, la théorie de l'inflation. Nouvelle théorie sur les trous noirs. Stephen Hawking est sur le devant de la scène en juillet 2004 en présentant une nouvelle théorie sur les trous noirs qui va à l'encontre de son ancienne théorie, perdant ainsi un pari que lui et Kip Thorne avaient fait avec John Preskill, un physicien des particules. Classiquement, on peut montrer que l'information qui passe par l'horizon d'un trou noir est perdue pour notre univers. Ce fait est connu sous le nom de théorème de Calvici. Le problème avec ce théorème est qu'il implique que les trous noirs émettent les mêmes radiations, quel que soit ce qui rentre. Ainsi, si un état pur quantique est jeté dans un trou noir, un état mélangé en ressortira. Ceci va à l'encontre des règles de la mécanique quantique et connu sous le nom de paradoxe de l'information perdue des trous noirs. Hawking avait auparavant spéculé que la singularité au centre d'un trou noir pouvait former un point vers un bébé univers dans lequel l'information perdue pouvait passer. De telles théories sont très populaires dans la science-fiction. Mais d'après la nouvelle idée de Hawkins, présentée à la 17e conférence internationale sur la relativité générale et la gravitation du 21 juillet 2004 à Dublin, les trous noirs finissent par transmettre de manière désordonnée l'information de toute la matière qui avale. Ayant conclu que l'information est conservée,
Hawking concède qu'il a perdu son pari, cédant à Preskill son encyclopédie. Toutefois, Thorne reste dubitatif vis-à-vis de la démonstration de Hawking et refuse de contribuer à la récompense. En juillet 2005, l'annonce de Hawking a donné lieu à une publication dans la revue Physical Review, largement débattue dans la communauté scientifique. En 2014, Stephen Hawking déclare à la revue Nature, après sa conférence à l'Institut Calvi pour la physique théorique à Santa Barbara en Californie: il n'y a pas de trou noir, le concept de trou noir est incompatible avec la physique quantique. On ne peut pas rendre compte parfaitement de ces astres curieux tant que nous n'avons pas abordé une théorie de la gravité unifiée capable de concilier les lois de la physique quantique de l'échelle subatomique avec la relativité générale qui rend compte de l'astronomie. Actuellement, deux théories sont en confrontation, la théorie des cordes et celle des boucles. Donc, je ne sais pas si vous aurez tout compris ce que je viens de vous dire, tout ça, parce que c'est des choses assez compliquées, on va pas se mentir. Hein. Ce ne sont pas des choses qu'on voit tous les jours. Voilà. Donc voilà une première vidéo hommage que je tenais à faire. Je vais m'en arrêter là parce que je ne vais pas faire trop long. Je vais en faire une deuxième où je vais vous lire un article de l'AFP. Je vais vous le lire parce qu'il me paraît très intéressant et je pense qu'il vous en apprendra mieux sur l'homme, puisque je vois que sur la vidéo que j'ai faite ce matin, qui a été publiée ce matin, donc aujourd'hui mercredi 14 mars, je vois qu'il y a aussi des gens qui sont très touchés par l'homme, et moi aussi je suis très touché par l'homme, parce qu'il était en tant qu'homme, en tant qu'humain. Donc je pense que je vais vous lire quand même cet article, mais bon, même si ça touche un petit peu de sa vie privée dedans, mais je pense qu'il y a des choses quand même qui vous intéresseront. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie aussi d'être aussi nombreux, de mettre des petits commentaires pour rendre hommage à ce grand homme humain et grand homme de science. Et je suis d'accord avec ce qui a été écrit sur certains commentaires. Oui, c'était un guerrier de la vie. Oui, parce qu'il a combattu cette maladie, la SLA, maladie de Charcot, jusqu'à l'âge de 76 ans, alors que c'est vrai que quand on l'a découverte, sa maladie, quand on lui a annoncé sa maladie, on lui donnait pas vraiment beaucoup de chances de vivre longtemps, on lui donnait à peine 2 ans. J'en finis là avec cette vidéo, je vais faire l'autre vidéo tout de suite après, parce que je vais vous lire l'article et puis je vous présenterai 2 DVD que je vous conseille d'acheter et de regarder sur ce grand homme. Voilà, et puis il y en a d'autres bien sûr de lui, mais si vous voulez vraiment vous familiariser avec l'homme qu'il était, je vous conseillerais 2 DVD. Je vous en conseillerai pas plus pour le moment, je vous en conseillerai d'autres plus tard dans des vidéos spécifiques sur les DVD que je vous conseillerai. Mais là pour le moment, je vous en conseille pas mieux. Je vous en conseillerai 2 dans la prochaine vidéo là que je vais tourner tout de suite après. Donc voilà. Donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie d'être aussi nombreux sur la chaîne. Je vous remercie d'être des gens bien, parce que dans les commentaires vous êtes des gens bien, ça se ressent. Vous avez écrit de belles choses sur cet homme. Et oui, je voudrais rendre, dans cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je voudrais rendre un hommage à 2 hommes. Roger Penrose, Christophe Galfard. Roger Penrose qui a été un de ses amis, et qui a été un de ses collaborateurs pendant des années, et qui l'a suivi sur très longtemps dans sa carrière. Et Christophe Galfard qui a été un de ses élèves, et qui est un très très grand astrophysicien aussi. Voilà. Donc voilà, j'ai rétabli un petit peu l'erreur que j'ai faite ce matin dans la vidéo de ce matin, que je n'avais pas parlé de Christophe Galfard. C'est vrai, il faut en parler de Christophe Galfard. D'ailleurs, je ferai une vidéo un jour sur Christophe Galfard. Voilà, je vous le dis honnêtement, je ne la ferai pas tout de suite, mais je la ferai un peu plus tard. Voilà. Donc voilà, allez, je vous remercie, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, bon ciel et ciao.